peu de rappeler où nous étions. Nous étions à Aïoun, où vous aviez été transféré après la fin de Waratah. Et mars 89 avec ensuite avril 89 avec les événements. Avec les événements et un peu la question que je t'avais posée, c'était un peu comment ces événements quel impact ils ont eu sur votre vie, qu'est-ce que vous avez perçu de ces événements? 2 secondes. Parce que je suis vraiment sous la lumière. Sous la lumière et donc je sens la chaleur. Alors c'est mieux comme ça. Ok. Donc voilà, c'était ça la question. S'il fait chaud, on peut mettre le ventilateur un peu, non? Avant de Non, ça fait du bruit. Quand tu veux. D'accord, donc lors des événements de 89 qui nous ont trouvés à Aïoun, il faut avouer que jusqu'à notre libération, on était tout le temps dans le questionnement, sous la tension, parce qu'on ne savait pas ce que devenaient nos familles. Nous avions seulement des bribes d'informations. Certains avaient appris que leurs familles avaient été déportées, que des villages avaient été déportés, qu'il y avait des massacres. À Nouakchott, il y avait des tensions permanentes, si bien que tous les jours, on se posait des questions sur la situation. Dès lors que c'est des choses qu'on ne contrôlait pas, aussi bien l'information que la situation elle-même, on était tout le temps sous tension. Les seuls moments, peut-être, pendant lesquels nous avions des informations, c'est pendant les visites des familles, mais lors des événements, beaucoup de familles ne venaient presque plus pour une situation de sécurité, même si certaines d'entre elles venaient quand même et donnaient des informations. Mais quelle que soit celle-ci, on n'était plus jamais rassuré parce que on était toujours dans l'interrogation sur la situation, que devenaient nos familles, que devenaient nos proches, nos parents, nos villages. Et ça jusqu'à notre libération, le 14 septembre 1990, après avoir fait 5 ans de prison. Mais est-ce que Aïoun a été témoin de l'arrivée des gens pendant cette période-là? Pardon? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été arrêtés ou détenus pendant ces événements d'avril, mais qui sont passés par Aïoun? Non, il n'y a pas eu d'arrestation. Nous sommes restés seulement entre nous, prisonniers qui venions de Waratah. Non, il n'y a pas eu d'arrestation de personnes qui ont été amenées à Aïoun. Donc, vous pouvez continuer l'historique? Oui, donc c'est des moments de tension que nous avons vécu jusqu'à notre libération et donc sous la pression de l'opinion internationale. Un premier groupe a été libéré en 1989, en septembre 89, après avoir purgé 4 ans de prison. Et nous, on nous a dit qu'on allait nous libérer une année plus tard, après avoir purgé 4 ans. Donc nous étions condamnés pour 5 ans de prison. En attendant, on n'a eu pas beaucoup d'informations, moi particulièrement. C'est seulement à l'occasion de certaines rares visites que j'ai appris que ma famille était partie en France. Donc j'ai reçu une lettre me rassurant que mon épouse et moi-même et mes enfants étaient arrivés en France. Mais dans quelles conditions, comment ils vivaient, je ne sais pas. Tout ceci, il a fallu que je le sache. Pour le savoir, il a fallu donc que je sorte de prison. Et là aussi, on a même des camarades qui étaient avec nous en prison aussi. Je n'étais pas le seul à avoir eu sa famille déportée. Et le premier groupe a été libéré donc en septembre 89 et nous avons été libérés le 14 septembre 1990. À ma libération, donc avec tout un groupe, nous sommes partis directement à Nouakchott. Déjà à Aïoun, lorsque nous sommes sortis, nous sentions vraiment qu'il y a eu des dégâts parce que des familles qui étaient là depuis des générations avaient été déportées sous prétexte qu'elles sont d'origine sénégalaise ou autre. Et aussi, paradoxalement, mais on voyait des couples mixtes qui étaient déportés. Donc l'homme est un Wolof ou un Soninké ou Halpulaar
et la femme il Moresque qui était là depuis une vingtaine d'années avec les grands-enfants qui ont été déportés. Et arrivé à Nouakchott, je suis allé directement dans notre maison que je n'avais pas revue depuis le 4 septembre après mon arrestation. Disons qu'à Nouakchott, j'ai senti beaucoup de changements. Et j'ai tiré tout de suite la conclusion que je ne pouvais pas rester ici, dans ce pays. Je n'avais pas envie de vivre cette situation parce qu'il fallait que je reconstitue d'abord ma famille, que je n'avais pas vue depuis 4 ans, et qu'ensuite, que nous-mêmes nous reconstituions en tant que mouvement pour essayer de reprendre le combat. Et la première chose qu'il fallait faire d'abord, c'est aller rendre visite à ma mère, qui était âgée qui était née en 1904, donc qui était âgée de 96 ans et qui était malade, donc il fallait aller la voir. C'est comme si j'allais lui dire au revoir aussi définitivement. Mais arrivé d'abord à Nouakchott même, c'est des personnes qui me contactaient, qui me disaient de faire attention parce que à tout moment on peut nous reprendre aussi, parce que il y a des pressions contre notre libération. Donc il ne fallait pas donner l'occasion au régime de nous arrêter de nouveau, et que si jamais on nous arrêtait cette fois-ci, il n'y avait aucune chance qu'on sorte vivant de la prison. Et moi, il me fallait donc aller à Bogué pour voir ma mère. Et arrivé là-bas, le jour même, on m'a fait comprendre que de faire attention parce qu'il y a des personnes qui vont venir me rendre visite, me poser certaines questions, mais c'est des gens qui sont envoyés par la police. Donc de ne pas accepter de discuter de problèmes politiques. J'ai fait 1 semaine et je me suis rendu compte que la cassure était extrêmement importante. C'est que j'avais même des neveux qui avaient tellement qui sont nés à Nouakchott ou dans d'autres villes comme Zouérat et autres, qui étaient très imprégnés de la culture maure, et certains même ne comprenaient pas du tout Hassania. Du moins, ils ne comprenaient pas Pulaar, ils comprenaient plutôt Hassania. Mais quand je les ai vus, ils avaient des discours tellement anti-morts, alors que je n'aurais jamais pensé qu'ils allaient l'avoir, que j'ai dit, ça, il doit y avoir une cassure. Alors, c'est des jeunes qui ont vécu physiquement, moralement, cette souffrance lors des événements de 89, ce racisme, qu'ils se sont complètement radicalisés. Et l'un d'eux, on avait pris la voiture ensemble pour aller donc à Bogué. Et à Bouti-Limite, du moins à la sortie de Nouakchott, on nous arrête. Et à l'époque, dès qu'on arrête un taxi ou bien une voiture, dans le taxi, s'il y a des Maures et des Noirs, on sort les Noirs pour contrôler leurs papiers, et les Maures, on ne leur dit rien. Et il m'en avait parlé. Ben, j'ai dit, oui, c'est dans la logique des choses. Hein. Ils évoluent progressivement dans des comportements qui font qu'il y a de nettes cassures. Alors, on était en voiture, et là, lorsque le policier m'a dit de sortir, on était dans le taxi, de sortir, et lui, il a dit que non, qu'il ne sortait pas. Il refuse de sortir. Pourquoi ne sortons pas tous les clients de ce taxi? Nous sommes tous Mauritaniens. Pourquoi on sort les Noirs? Pourquoi on ne sort pas les Noirs? Je lui ai dit non, tu laisses. Il dit que non. Il n'avait pas cette façon de me parler, mais ce qui m'a surtout impressionné aussi, c'est que c'est son comportement radical à mon égard. C'est comme si pour moi, il ne pouvait pas supporter qu'après avoir fait tant de prison, que je me comporte de façon aussi calme et tout, et qu'il faut lutter systématiquement contre ces gens-là, contre ce racisme. J'ai dit non, de toute façon, on y va. Alors lui, il dit qu'il ne sort pas. Il a refusé systématiquement de sortir. Après, il m'a raconté son histoire qu'il avait eue. Il était en voiture avec des amis, et arrivé à Alleg, on le contrôle. On lui dit qu'il faut qu'il prouve qu'il est mauritanien. Alors il a dit au Maure en Hassania, mais toi aussi, tu n'as qu'à prouver que tu es mauritanien. Et le Maure l'a retenu, le commissaire l'a retenu, et je crois qu'il a fait une amende de 10 000 ou 15 000, et tant qu'il ne donne pas cet argent, il ne sera pas libéré. Il dit que non, et lui, il ne donnera pas. C'est bien après qu'ils ont appris
que c'était le fils du commissaire de police Al-Jibril, qui était à la retraite. Alors là, ils ont accepté de le libérer, mais lui, il dit que non, il n'acceptera d'être libéré que si on lui rend son argent. Bon, il y a eu beaucoup d'incidents comme ça. À l'époque, quand même, d'ailleurs, on avait même attiré l'attention de Amnesty International et d'autres associations humanitaires pour qu'elles viennent en Mauritanie se rendre compte de discrimination raciale. Quand on est dans un taxi et quand on est dans un bus, des policiers entrent, qui fouillent, qui contrôlent. On ne contrôle que les Noirs, on ne contrôle pas les Maures. On dit que les Maures, c'est des Mauritaniens. Vous, les Noirs, non. Il faut prouver que vous êtes Mauritaniens. Alors, il y a eu même des agents des Nations Unies, une personne qui faisait le voyage vers Kaïdi qui a été témoin de ces scènes-là. Bon, donc arrivé à Bogué aussi, on m'a dit de faire attention. Bon, je suis resté une semaine, il a fallu que j'aille visiter, donc rendre visite à tous les membres de la parentèle dispersés dans la ville de Bogué, aller rendre visite aussi à des familles, la famille de Baal Hassan Oumar qui est décédé à Walata, la famille de Tafsir Djigo aussi qui est décédé à Walata, et beaucoup d'autres amis militaires qui étaient en prison, qui avaient été relâchés, mais libérés complètement de la prison et qui étaient victimes de toute pression politique de la part de la police. Bon, ensuite, on m'a pressé de quitter Bogué. Et je suis retourné à Nouakchott. Je me suis entendu donc avec Samba Thiam qu'on devait... Donc moi je lui avais dit que je quittais la Mauritanie. Où est-ce qu'il fallait aller? Ben, je ne sais pas. Mais entre-temps, j'avais reçu un message de mon épouse me disant que Amnesty International pouvait me trouver un visa d'entrée en France. Mais qu'il fallait se présenter à une ambassade de France quelque part, mais pas à Nouakchott. Parce que beaucoup de membres de l'ambassade étaient très favorables au régime. Donc si jamais je me présentais, je n'avais aucune chance d'avoir un visa. Donc il fallait soit aller à Dakar, soit aller à Bamako. Bon, je voulais bien aller à Dakar, mais un jour j'ai appris que Samba Thiam, qui voulait partir au Sénégal, avait traversé le fleuve, mais il a été des cibles de l'armée mauritanienne qui a tiré sur lui. Bon, ils ont failli. Il a failli comme celui qui le faisait traverser donc un partie de la vie. Et je me dis, bon, puisque c'est ça, c'est pas la peine que je traverse le fleuve, je vais voir si je peux prendre l'avion et aller à Bamako. Bon, même là aussi, il a fallu qu'on m'aide à... Je n'avais plus de pièces d'identité. Il a fallu qu'un de mes cousins me prête ces pièces d'identité avec laquelle j'ai acheté mon billet, avec la complicité d'autres amis bien sûr. Donc je suis arrivé à Bamako et le lendemain, on m'avait dit que je devais entrer en contact avec Maître Demba Diallo, qui est décédé aujourd'hui, qui est décédé en 2001 je crois, et qui est un de nos aînés qui avait été directeur de cabinet de Modibo Keïta, directeur de cabinet de Sékou Touré aussi, et directeur de cabinet aussi de Lumumba, un conseiller juridique de Lumumba. Et bon, je suis allé le voir parce que j'étais chez des amis qui sont venus m'accueillir. Et le lendemain, on m'a conduit chez Maître Demba Diallo qui m'a amené au consulat de France et on m'a donné tout de suite le visa. Et bon, il fallait attendre maintenant le billet. J'ai attendu jusqu'au mois de décembre, jusqu'au 14 décembre. Et le 14 décembre, je suis arrivé en France, accueilli donc par mon épouse et des camarades des Flammes de la section Europe. Décembre 14, décembre... 1990. Donc je suis en France réfugié politique depuis le 14 décembre 1990 parce que le 23 décembre du même an, je suis allé à l'OFPRA, on m'a donné tout de suite l'asile politique. Ouais. Et depuis lors, je ne suis pas retourné en Mauritanie, mais à chaque fois, j'ai été en 1990, en 2000, en 2001, en 2003, en 2004. Je vais dans la vallée du Sénégal, ce sont des cousins ou mes frères qui traversent et qui viennent me saluer. Mais par principe, je ne peux pas aller en Mauritanie, alors que ma mère est décédée en janvier 1994. Depuis lors, je n'ai jamais eu l'occasion encore de les me recueillir sur sa tombe. Voilà.
Et le travail que vous avez fait en France, donc vous avez dû faire un certain plan d'orientation pour vous installer, pour construire. Oui, ça n'a pas été facile. D'abord, il y a eu une rupture entre ma famille, moi sauf mon épouse que j'ai vue une fois, 2 fois en prison à Nouakchott et une fois en prison à Ayoun en 4 ans. Donc on s'est vu 3 fois. Donc disons que j'étais en rupture presque complète avec ma famille. Et surtout pour les enfants, parce que l'aîné avait été né en 1978, donc il était très jeune. Le deuxième était né en l'aîné en 77, avril 77. Le deuxième le 11 novembre 1979 et le troisième le 3 mars 1982. Donc ils étaient très jeunes. Donc les deux ont, disons, commencé, l'un a fait sa phase d'adolescence, l'autre avait commencé sa phase d'adolescence, si bien que je ne les ai pas vus grandir, donc il y avait une rupture, donc il fallait que je reconstitue ma famille pour qu'il y ait une plus grande cohérence, parce que lorsque je partais, lorsque j'ai été arrêté, ils étaient tout jeunes, et 4 années plus tard, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Et mon épouse aussi, donc si bien qu'il fallait faire ce travail de reconstitution de la famille, ça n'a pas été facile. Ensuite, on a tout perdu. On a perdu tous nos biens. Donc il fallait tout recommencer à zéro. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Bon, elle, de temps en temps, elle trouvait par-ci par-là du travail. C'est seulement à partir de 1992, grâce au réseau de relations dans le tissu associatif, qu'elle a fini par trouver un travail permanent qu'elle occupe depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, ça n'a pas été facile parce que j'ai fait par-ci par-là de petits travaux, de petites occupations qui ne me permettaient pas de me stabiliser. Alors la conclusion que j'avais tirée, c'est que il ne fallait pas que je perde partout, puisque j'avais perdu toute ma documentation, toute ma thèse que j'avais rédigée. S'il ne restait plus que la conclusion, tout était perdu, une bonne partie aussi de mes documents de recherche, tout était perdu, il fallait tout recommencer. Et je tenais absolument à travailler sur l'histoire, parce que pour moi, ça me permet de comprendre beaucoup de choses et de me construire, mais aussi de comprendre beaucoup de choses sur la Mauritanie. Alors qu'à l'époque, on avait proposé que je fasse théologie, mais je n'avais pas tellement envie. Ce qui m'intéressait surtout, c'était de faire l'histoire. Donc je me suis proposé de reprendre la thèse. Et donc grâce au réseau de relations aussi avec des amis qui m'ont permis donc de me réinscrire et aussi même de bénéficier d'une bourse de formation pendant 2 ans. Et en attendant, je cherche par-ci par-là du travail. Donc j'ai réussi donc à reprendre la thèse pour la soutenir en 1998 à l'université de Paris 6, et aussi, disons, de faire partie des groupes de travail, des groupes de recherche à l'école des hautes études, au centre d'études africaines, et aussi à faire partie d'autres groupes de travail qui m'a permis donc de publier des articles, ou aussi même de terminer cette thèse, ou aussi même de faire une proposition de publication de cette thèse. Donc disons que j'ai réussi quand même à me repositionner dans le cadre de mes ambitions, de ma vocation de chercheur, et aussi d'intégrer des groupes de travail qui m'ont permis de publier des articles. Bon, disons que du point de vue travail, je me suis surtout stabilisé seulement à partir de 2003. Mm-hmm. Ah oui, donc c'était long. Oui, cette transition était très longue. Très longue. J'ai travaillé quelques années, ou 1 année ou 2 ans, après ça, j'ai resté au chômage. Disons que ça n'a pas été facile. Et à un certain moment même, c'était tellement... Bon, naïvement, je pensais... Bon, ça, je n'étais pas tellement imprégné de ces réalités, aussi qu'ici en France, le problème de discrimination, quel que soit le diplôme, les compétences qu'on a, la discrimination à l'endroit des gens dits d'origine étrangère, c'est une problématique sur laquelle on discute beaucoup en ce moment. Je pensais que naïvement, dès lors qu'on a sa thèse, je pouvais continuer le travail d'enseignement que je faisais en Mauritanie.
Mais on m'a fait comprendre, non, c'est pas aussi facile parce qu'il y a beaucoup de collègues qui ont soutenu leur thèse et qui sont aujourd'hui soit au Canada, soit aux États-Unis. Et là, ils ont eu beaucoup plus de chances pour pouvoir enseigner. Et j'ai même un jeune Français qui est en train de travailler là-dessus, des diplômés africains qui sont compétents mais qui ne sont pas arrivés à trouver de travail, qui sont partis s'installer aux États-Unis, au Canada et qui ont trouvé tout de suite du travail. Bon, à un certain moment, moi j'ai failli le faire. Et bon, j'ai dit que non, ce n'était pas facile aussi parce que reconstituer sa famille ici, ça n'a pas été facile. Quitter ensuite pour aller s'installer aux États-Unis et voir si je peux trouver un poste là-bas, ça ne sera pas facile. Donc, je n'ai qu'à me contenter de ce que j'ai ici. L'essentiel pour moi, c'était de reconstituer ma famille et surtout le fait de partir seul aussi, peut-être que ce serait très mal vu parce qu'avec tout le combat qu'elle a mené, mon épouse Absa, et toute cette personnalité qu'il a développée, toute cette souffrance qu'elle a vécue, il n'était pas question de partir et la laisser ici. Donc je suis resté et c'est grâce à elle donc j'ai réussi à trouver du travail aussi, donc ça s'est stabilisé. Et dans ce cas, donc, je continue mes recherches en histoire comme un peu en anthropologie aussi. D'accord. Et on fait une petite pause pour le thé. Oui. Sinon, donc, on peut peut-être reprendre. Alors, comment, une fois parti en France, comment vous avez pu garder les liens et l'activité politique? Les liens, parce que lorsque je suis arrivé ici, il y avait déjà une structure, la section Europe de l'Ouest. Parce que nous sommes dispersés à travers le monde. Nous avons une section ici, la section Europe de l'Ouest. Nous avons une section aussi en Europe du Nord. Nous avons une section, bien sûr, au Sénégal et en Mauritanie. Bon, la Mauritanie, c'est une section clandestine. Nous en avons aussi en Angola et au Gabon, Afrique centrale. Et nous avions déjà une section aussi en Amérique du Nord, Canada, mais celle-ci a été surtout renforcée avec l'arrivée du Bureau national en décembre 2000, grâce à une réinstallation de 44 familles, je crois bien, 44 familles aux États-Unis, grâce à des associations humanitaires. Donc, la section des États-Unis et du Canada a été renforcée par l'arrivée donc de ces familles, mais aussi l'arrivée d'autres familles qui ont été réinstallées relativement récemment, je crois qu'il y a près de 2 mois environ. Donc lorsque je suis arrivé ici, donc, je ne faisais que reprendre les activités qui avaient été suspendues pendant... Bon, on ne peut pas dire qu'on avait suspendu les activités en prison, parce que à chaque fois que l'opportunité se présentait à nous, il nous arrivait dans une cellule, toute clandestinement, de nous réunir et d'échanger de temps en temps. Donc, arrivé ici, j'ai intégré tout de suite la section et j'ai intégré aussi les comités de base. Bon, on appelle comité de base ce qu'on appelait à l'époque cellule. Et j'ai intégré le comité de base Moussa Alpha Kébé, c'est un de nos jeunes membres fondateurs des Flammes qui était membre actif donc, du mouvement des élèves étudiants noirs, qui est décédé en Tunisie. Et donc on a retenu le principe que désormais tout comité de base doit porter le nom de nos martyrs pour essayer de mémoriser toutes les actions que tous nos martyrs ont faites pour la postérité aussi. Et nous avons continué à faire le travail de sensibilisation, d'information, d'autant plus qu'à l'époque, les gens avaient besoin de comprendre d'abord comment les Flammes ont été créées, les raisons pour lesquelles nous avons ce mouvement a été créé. C'est un mouvement de libération nationale, ce n'est pas un parti politique qui regroupe plusieurs tendances politiques, plusieurs tendances idéologiques et autres. Ce n'est pas un parti fermé, parce qu'on y trouve même des individus qui ont toutes les positions, que ce soit des influences marxistes-léninistes ou des influences religieuses et autres. Donc pour nous, il y a une chose qui nous regroupe, c'est cette volonté de faire de cette Mauritanie un pays de droit et de respect pour l'ensemble des communautés qui y vivent et de créer en tout cas une certaine cohérence d'une politique de l'État mauritanien
en faveur de la promotion sociale et politique de l'ensemble de ses habitants sans aucune distinction de race et d'origine sociale. Donc ce travail, nous avons continué à le faire, d'autant plus que nous avions trouvé ici des jeunes qui étaient extrêmement dynamiques, qui ont fait un travail assez intéressant auprès des partis politiques français, auprès des associations humanitaires et aussi auprès de beaucoup d'autres personnes de base, parce qu'il fallait qu'on comprenne réellement ce qui se passait en Mauritanie. C'est tellement c'est tellement caché. Bon, disons que la Mauritanie, l'État mauritanien, le système bédane aussi profite beaucoup de la complicité, de la solidarité des autres pays arabes ou des ressortissants arabes qui sont ici. Et je me souviens, c'était à l'université de Saint-Denis, il y avait une conférence sur la violation des droits de l'homme et nous avons parlé de la situation de la Mauritanie et moi j'avais témoigné sur le vécu, notre vécu en prison et comment nous étions traités et pourquoi la Mauritanie a cette problématique de la question nationale. C'est des Tunisiens, des Algériens qui sont levés, qui nous ont agressés verbalement parce qu'il ne fallait pas en parler. Ce n'était pas politiquement correct de parler d'une chose par rapport à une demande de solidarité en faveur de la Palestine et autres. Je dis que non, nous avons un regard extrêmement critique vis-à-vis de la Palestine parce que ce soit Arafat ou même des familles palestiniennes qui sont installées en Mauritanie soutenaient systématiquement et soutiennent jusqu'à présent systématiquement la politique d'arabisation. À chaque fois qu'il y a des conflits raciaux en Mauritanie, c'est Arafat en personne qui s'est déplacé pour venir en Mauritanie soutenir la politique du régime. Lors des événements de 89, Arafat est venu, il a parlé à la radio, à la télé pour soutenir le régime. Et les autres pays arabes, quand ils viennent, Saddam Hussein, pour nous c'est une calamité politique parce qu'il appliquait systématiquement la politique d'arabisation. Et que ce soit dans l'armée ou que ce soit la santé, partout, recrutement, ou bien en tout cas on a envoyé des jeunes dans ce pays pour former le plus tôt possible des jeunes pour remplacer les Noirs dans la fonction publique. Donc pour nous, cette solidarité des pays arabes, il faudrait absolument la dénoncer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à l'occasion de la dernière fête de l'humanité, nous avons profité d'une conférence qui avait été faite par les Lachaïd pour attirer l'attention de l'opinion et particulièrement du Parti communiste, la fête du Lima, tous ceux qui viennent à la fête du Lima, que certes, il faut dénoncer systématiquement toute violation des droits humains, mais pour nous, il n'était pas question de soutenir ces pays arabes, alors que ce sont ces mêmes pays arabes encore qui font des massacres au Soudan et en Mauritanie et qu'il ne faut pas en parler. Il faut être logique, il faut être cohérent pour ce qui concerne la violation des droits humains. Donc ici en France, nous avons notre section qui s'étend en Belgique, qui s'étend en Hollande aussi. Bon, nous avons des projets pour l'Espagne et pour l'Italie aussi, parce que de plus en plus, il y a une extension de la population, de la diaspora mauritanienne en Europe. Et là où se trouvent les Mauritaniens, nous allons nous y rendre pour essayer de faire un travail de sensibilisation, même si ces personnes ne veulent pas adhérer à notre mouvement. L'essentiel pour nous, c'est qu'elles se mobilisent aussi, parce que la mobilisation, elle n'appelle pas seulement l'action politique, elle appelle aussi l'action de solidarité humaine dans la mesure où nous avons des déportés qui vivent qui vivent au Sénégal et au Mali. Nous avons des populations qui sont encore dans la souffrance en Mauritanie. Il faut que les gens se mobilisent sur le plan humanitaire pour envoyer régulièrement, en tout cas, des soutiens en matière financière, des soutiens aussi pour la scolarité des enfants. Donc même si on ne veut pas s'impliquer politiquement, mais qu'on s'implique quand même du point de vue de solidarité humanitaire. C'est pourquoi nous nous rendons partout où il y a des Mauritaniens, partout où il y a des Sénégalais, des Maliens, pour essayer de les sensibiliser et les amener aussi à avoir un regard extrêmement critique vis-à-vis de leur pays d'origine, parce que nous ne comprenons pas du tout. Bon, nous comprenons l'attitude extrêmement complice des gouvernements sénégalais, que ce soit sous le régime d'Abdou Diouf ou sous le régime d'Abdoulaye Wade vis-à-vis de la question nationale en Mauritanie. Donc ici, depuis la crise de février 2005, j'ai été nommé provisoirement secrétaire général de la section de l'Europe de l'Ouest en attendant que notre assemblée générale ait lieu le 23 décembre prochain. Parce qu'après notre congrès de Cincinnati, il y a eu quelques camarades qui, après le coup d'État d'août 2005, ont pensé que la situation a changé, donc nous pouvons tous retourner en Mauritanie pour être dans l'action sur le terrain. Nous sommes dans l'action sur le terrain, certes, on ne peut pas s'afficher flamme,
Parce qu'à cause des affichages, parce qu'aujourd'hui en Mauritanie, il suffit tout simplement de contester le système pour qu'on vous taxe de flamiste. Donc nous sommes dans le terrain, mais de façon extrêmement discrète. Et ces personnes ont pensé que de toute façon qu'on peut rentrer. Nous avons dit que non, il n'est pas question de rentrer parce que le système n'a pas du tout changé. Alors ces individus sont partis créer leur mouvement. Et c'est le bureau en entier, sauf le secrétaire à l'organisation qui est resté. Et nous avons mis en place un bureau provisoire en attendant l'Assemblée générale qui aura lieu le 23 décembre pour élire un bureau. Et en attendant, nous faisons des tournées partout, à travers la France, en Belgique, et pour faire ce travail de sensibilisation, de redynamisation de la section. Cette section était l'une des sections les plus importantes, mais elle a perdu sa première place depuis l'installation du Bureau national aux États-Unis, où c'est une section beaucoup plus costaud, beaucoup plus importante qui s'y trouve, parce qu'il y a une forte présence de Mauritaniens aux États-Unis, forte présence. Par rapport à ici, c'est beaucoup plus important, alors qu'ici, il y avait beaucoup plus de réfugiés mauritaniens ici. Mais maintenant... tu peux nous donner, juste parce que bon, je ne sais pas si c'est intéressant pour filmer, mais tu as une idée de combien de personnes sont dans la diaspora mauritanienne, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique? Non, je ne saurais le dire, parce que là, ce serait vraiment de l'aventure statistique. Bon, je sais qu'on parle entre 3 000 et 4 000 ici. Et parmi ces 3 000 et 4 000, il y en a qui ont l'asile politique, il y en a qui ne l'ont pas. Bon, aux États-Unis, c'est beaucoup plus important, mais je n'ai pas les chiffres, je ne pourrais le dire. Je sais quand même qu'on avait, en 1994, lors d'une passation de service, on avait, je crois que c'est 450 ou 425 dossiers de personnes qui avaient eu l'asile politique ici en France. Et ça, c'était en 1994. Bon, maintenant, on parle entre 3 500 et 4 000, hein, mais je n'ai pas exactement les chiffres. Je n'ai pas une idée chiffrée de la diaspora, que ce soit en Afrique ou en Amérique ou ici en Europe. Non, je n'en ai pas. Alors, donc, mais c'est quand même important. Mais ce qui est surtout important, c'est du point de vue sociologique, parce qu'on n'avait pas cette tradition de migration féminine. Mais actuellement, de plus en plus, les familles encouragent les jeunes filles à migrer, parce qu'à l'époque, les femmes migraient à la suite du regroupement familial. Mais maintenant, c'est les femmes même qui prennent l'initiative d'immigrer, de venir s'installer ici en Europe ou aux États-Unis, ensuite de faire venir leur mari ou leur famille ou leurs enfants. Parce que certains ont perdu leur mari, ou bien notamment les veuves, avec la disparition des militaires qui ont été massacrés soit le 28 novembre 1990, soit avant. Leurs veuves sont ici avec leurs enfants. Bon, certains ont reconstitué leur famille. Aux États-Unis aussi la même chose. Donc ça, c'est un aspect nouveau. L'autre aspect aussi, c'est la migration de la jeunesse, qui n'attend pas de finir ses études parce qu'elle est tellement convaincue qu'elle n'a aucun avenir en Mauritanie. Donc le meilleur moyen de préparer son avenir, c'est de migrer soit au Sénégal, soit aux États-Unis, mais de plus en plus aux États-Unis et au Canada, et soit ici en Europe, pour pouvoir multiplier les chances de réussite sociale sur le plan de la scolarité, des études, et aussi du plan du travail. Et on commence à sentir d'ailleurs les effets bénéfiques du point de vue scolaire et du point de vue économique aussi. Donc il y a une volonté de reconstitution des familles, une volonté aussi de réussite sociale qui aura inévitablement des conséquences politiques assez importantes dans l'avenir en Mauritanie. Parce que nous sommes très impliqués, nous vivons, surtout grâce à ce qu'on pourrait appeler les moyens de communication modernes. Il suffit qu'il y ait un tout petit événement tout de suite, comme un téléphone, tout de suite je suis au courant et j'informe le reste du monde, et tout de suite, en quelques heures, le monde entier, ou en tout cas il y a la diaspora mauritanienne, est au courant de l'événement. Alors comment tu vois l'avenir de cette diaspora mauritanienne? Parce que quand même, il y a la question de la transmission du pulaar, oui, que c'est une transmission de la langue et de la culture, parce que les enfants déjà grandissent ou sont grands ou sont très grands. Et il y a la question du rapport qui peut exister entre ce pays avec lequel les parents quand même ils ont dû rompre à un certain moment les liens, où ils ont été chassés. Bon, la rupture elle est physique. Bon, mais elle n'est pas totalement physique, parce qu'il y en a qui, même s'ils ont eu l'asile politique,
qui arrivent quand même de façon extrêmement discrète à retourner au pays. Donc il n'y a pas de rupture. On connaît beaucoup, sauf peut-être certaines personnes comme moi qui ne pouvons pas y aller parce qu'on se fait tout de suite remarquer, mais il y a d'autres qui sont beaucoup plus discrètes, qui y vont régulièrement, et c'est ce qu'on encourage d'ailleurs, parce que régulièrement on sait qu'il y a des familles qui y vont et qui amènent les enfants. Donc pour entrer en contact, il y a cet effort aussi de vouloir maintenir la langue, que ce soit le pulaar ou le soninké ou le wolof ou le bambara, même si c'est pas aussi facile qu'on le dit, dans la mesure où il y a une volonté d'assimilation du pays d'accueil, notamment par la scolarité, mais on fait comprendre quand même à l'enfant tout son historique social, et aussi son devoir de maintenir dans l'avenir ces contacts, parce que nous, notre combat, c'est le retour. Donc, et ce retour, il y a aussi cette possibilité. Si nous avons des potentialités humaines dans le domaine économique comme dans le domaine intellectuel ou scolaire et tout, ces potentialités peuvent être des potentialités qui peuvent être utilisées dans le combat que nous menons, parce que même si une personne reste en France ici ou en Suède ou aux États-Unis, partout ailleurs, dès lors que c'est une potentialité humaine, dès lors que c'est une potentialité économique, dès lors que c'est une potentialité intellectuelle, ces potentialités peuvent être mises au service du combat que nous menons, même si elles restent dans le pays d'accueil. Ça c'est pas la première fois que nous le voyons, nous l'avons vu avec d'autres peuples qui ont vécu leur diaspora, mais ces diasporas ont été des potentialités importantes pour le combat qu'ils mènent et qui aboutit. Que l'on prenne l'expérience des Juifs, prendre l'expérience de l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup d'Africains du Sud qui avaient migré soit dans les pays limitrophes, mais surtout en Amérique du Nord, que ce soit le Canada ou les États-Unis. Certains sont restés dans ces pays d'accueil, mais une majorité est revenue avec toutes ces potentialités. Or, ce sont ces potentialités parce que le système lui-même, qu'est-ce qu'il cherchait? D'abord, faire en sorte qu'il n'y ait pas de cadre noir. La politique d'arabisation, la politique de scolarisation, on le voit. On a des statistiques en ce moment. Aujourd'hui, je crois, je lisais des statistiques de quelques années. Les classes bilingues, il y en a combien en Mauritanie par rapport aux classes dites arabes? La proportion est peut-être 1 sur 100. Je n'ai pas mémorisé les chiffres, mais c'est à peu près cela. Donc la volonté de former des cadres, un personnel exclusivement maure ou arabe, ça c'est une volonté qui va à notre détriment. Si nous avons ces potentialités, ces possibilités d'avoir en tout cas des enfants qui vont être scolarisés dans les pays d'accueil, c'est une bonne chose pour nous. Donc ce que nous devions perdre en Mauritanie, nous le gagnons dans les pays d'accueil. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici qui sont venus, qui n'avaient aucune chance de réussite scolaire, qui sont là, mais qui sont en année de maîtrise, en année de DA ou en année de thèse ou autre, qui arrivent à s'épanouir du point de vue de compétences. Ce sont des compétences, des potentialités que nous pourrons mettre au service. Vous avez parlé tout de suite de cette perte de la langue. Il faut faire avec. Ce qui fait qu'on encourage de plus en plus des associations dites communautaires pour permettre à ces jeunes de prendre conscience de leur histoire et aussi de leur culture d'origine et tout. Et que le fait qu'ils assimilent complètement en français ou en anglais ou en suédois ou en danois, mais c'est déjà une richesse. Mais cette richesse, elle est encore beaucoup plus endurcie avec le maintien de sa langue d'origine ou de sa culture d'origine. Et ça, nous le cultivons beaucoup. Il y a beaucoup d'associations, que ce soit ici Kautal, ici en France, ou Tapital Pulaar International. Si on va à New York, à Brooklyn, on a le Pulaar Speaking, qui a ses ramifications à travers les États-Unis. Mais moi, je pense que pour les autres langues aussi, c'est la même chose. Donc, ces enfants, on les encourage de plus en plus à aller. Dans les camps de déportés aussi, on fait la même chose. Donc, même si c'est pas facile, on essaie quand même de faire un effort pour qu'il n'y ait pas cette rupture culturelle et cette rupture linguistique. Et aussi, on demande aux parents de faire comprendre aux enfants l'historique, les raisons pour lesquelles nous sommes là, nous sommes dans la diaspora, pour qu'il y ait une culture de la mémoire.
Et tout ceci, pour nous, c'est extrêmement important. Parce que nous, il n'est pas question de la Mauritanie, c'est notre pays. C'est notre pays. Ok, dernière question, Ibrahima. La situation aujourd'hui en Mauritanie, comment tu le perçois-t-il? Et est-ce que tu vois se dessiner éventuellement à terme les perspectives d'une réconciliation nationale? Est-ce que vous pensez que les conditions peuvent se réunir à moyen terme? À long terme, oui, à très long terme, mais à condition que ceux qui prendront le pouvoir, quelles que soient leurs origines ethniques et autres, commencent à faire le travail d'éducation à partir de l'école. Parce que qu'est-ce qui fait l'être humain? C'est son éducation. Dès lors qu'on l'éduque, qu'il est supérieur à tel parce qu'il est tel, ceci, cela, il finira tellement par y croire qu'il appliquera ces croyances dans son quotidien. Mais si il y a une prise en charge de cette éducation au niveau de l'école pour créer une école de solidarité humaine, une école de respect des uns vis-à-vis des autres, moi je pense que peut-être d'ici quelques générations, il y aura une évolution. Mais ce ne sont pas avec les mentalités actuelles qui vont changer les choses. Je pense que... Bon, je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec des Maures ici directement pour voir pour comprendre réellement avec l'immigration les expériences qu'ils vivent eux-mêmes à l'étranger face aux discriminations, face aux difficultés. Est-ce que ça les amène à réfléchir sur la situation que nous vivons en Mauritanie? Je ne sais pas. Bon, les seuls rares que j'ai rencontrés, c'est à l'occasion de certaines conférences, mais qui appliquent une politique de déni. Bon, mais moi je pense que tout dépendra de ceux qui gouverneront le pays. Mais pas avec ce régime. Parce que ce régime actuel, c'est un régime qui met en place un autre dispositif de communication et relationnel pour élaborer une nouvelle stratégie qui permet garantir une pérennisation du système. Parce que leur préoccupation, c'est que la Mauritanie est un pays arabe, qu'il ne peut être dirigé par des Arabes et qu'il faut que l'État soit un État arabe au bénéfice d'une ethnie. Les Arabo-berbères. Or, nous, dans notre compréhension, l'État doit être au service de tout le monde. C'est un État, c'est pas un État ethnique, c'est un État, disons, qui est là, républicain, qui est au service de tous les citoyens de Mauritanie, quelle que soit la couleur de la peau, mais pas un État qui est là au service d'une ethnie. Bon, dans l'intérêt de tout le monde. Et nous, c'est pourquoi on dit qu'il faut que nous détruisions systématiquement ce système. Mais ce n'est pas avec ces individus, parce qu'eux, ce qu'ils sont venus, c'est qu'ils ont compris que la phase maouienne, ça a été une phase catastrophique pour la stratégie de domination du système Beydan. Parce que ça a réveillé. Parce qu'il y a autant on endort quelqu'un, c'était la politique de Ouldada. On a endormi complètement quelqu'un parce que dès lors que tu es là, on te donne ton travail, tu occupes des fonctions, tu ne remets pas en cause le système, c'est bon, tu peux rester tranquille. Mais dès lors que tu remets en cause le système pour dire que c'est de l'injustice et de la discrimination raciale et qu'il faut systématiquement détruire ce système, mais ce système te détruit lui-même ou t'expulse de ce pays. Donc ça a été la phase de Oultaya. Maintenant, ils disent voilà que nous avons élaboré une nouvelle stratégie pour rattraper les choses et revenir à la phase de Ouldada. Mais c'est trop tard. Parce que cette crise a tellement traumatisé tellement de gens que maintenant c'est trop tard. Il y a une forte prise de conscience, très forte prise de conscience, aussi bien par les gens qui sont à l'intérieur que les gens qui sont à l'extérieur. Et maintenant, la situation a complètement changé. Il faut qu'il y ait maintenant, dans ce pays, un État au service de tout le monde, pas un État au service d'une ethnie. Et actuellement, ce n'est pas le cas, parce que les Mohamed parlent, ce qu'ils veulent, c'est essayer de colmater les brèches du système pour le garantir, mais pas pour résoudre la question de cohabitation. Donc les élections, ça c'est pour avoir une légitimité internationale au niveau de l'Union africaine, au niveau des Nations Unies, de l'Union européenne. Mais est-ce que ces organismes internationaux, est-ce que l'opinion internationale a conscience que c'est un problème de racisme, de discrimination raciale? C'est pourquoi on dit que c'est un autre apartheid. Ce n'est pas écrit dans la Constitution, mais dans la pratique, c'est exactement la même chose. Dans la pratique, c'est exactement la même chose. En Afrique du Sud aussi, on utilisait des Noirs qui étaient là au service de l'apartheid. Ça ne les gênait pas dès lors qu'ils avaient leur fonction, ils vivaient leur vie. Mais dans le principe de l'égalité des droits,
c'est le même système. Et nous, c'est ce système qui continue. Donc pour nous, qu'il y ait des élections ou non, des élections, pourquoi? Des élections, ça, c'est pas une élection démocratique, c'est une élection tout simplement pour essayer de donner une nouvelle légitimité au système. Pas pour autre chose. Mot de la fin. Ok, D'accord. On y va? c'est tout. Attends, Ça tourne? c'est bon? Parce que j'ai pas de son. T'as pas de son parce que t'as pas de son. Ouais. Tu devrais Tu peux avoir dire du son. quelque chose? Oui, donc j'avais promis, donc j'avais dit que j'allais, c'est bon? C'est bon. Oui, donc comme je disais, en prison depuis Walata, depuis Nouakchott d'ailleurs, j'avais eu l'occasion de prendre des notes régulièrement. Et donc il y a quelques notes que j'ai réussi donc à préserver à sortir de prison. Et là, je vous montre donc quelque chose que j'ai pu préserver. D'abord ça, c'est le sac que j'avais le jour où j'ai été arrêté, c'est le sac que j'avais amené et dans lequel donc il y avait ma montre que j'ai préservée, une montre que j'avais achetée ici en France en 85 et les clés de ma voiture Datsun. Ce sac donc je le garde comme souvenir, j'ai gardé en prison. Et je disais qu'en prison, d'abord à Walata, il me fallait, parce que moi je ne peux pas vivre sans écriture et sans notes. C'est comme si je suis un peu déformé par ma profession d'historien. J'ai envie de laisser des traces, j'ai envie de laisser beaucoup de choses pour que ceux qui viennent plus tard puissent comprendre réellement notre vécu et la souffrance que nous avons vécue pour le combat que nous menons en faveur de notre libération. Et je prenais des notes de tout notre vécu. Et puisque il nous était formellement interdit d'écrire, à chaque fois qu'on trouvait quelqu'un avec un bic ou bien une feuille, il était susceptible de torture. Et moi, il fallait que je continue donc à écrire depuis Nouakchott. Et arrivé donc à Walata, je n'avais plus de papier. Et à chaque fois qu'on sortait pour faire nos corvées, je ramassais des pots de Gloria, j'enlevais ces feuilles. Hein, et donc c'est avec ça que je prenais toutes mes notes. Et j'ai continué à le faire à Ayoun aussi. Donc ça, ce sont mes notes qui sont là. Une partie de mes notes, mais les autres ont disparu. Regroupé par date. Pardon? Vous avez regroupé par date, non? Oui, j'ai regroupé par date. Et ça c'est toutes mes notes à Ayoun. Toutes mes notes à Ayoun. Donc depuis novembre 1988 jusqu'à mars 1989, ces notes ont été, j'ai réussi à les faire sortir par l'intermédiaire de mon épouse Absa, mais malheureusement parce qu'elle a été déportée, toutes ces notes sont perdues. Mais de mars 1989 au 14 septembre 1990, les notes sont là. Donc tout le vécu au quotidien, minute par minute, heure par heure, je notais. Donc même ce qu'on mangeait, toutes les souffrances, ce qui fait que tout le vécu, tout notre vécu des événements de 89 en prison, les notes sont déjà là. Donc tout le ressentiment, toutes les situations de tension. Et aussi toujours à Ayoun. Mais l'écriture a dû être en partie clandestine, non? Oui, c'était très clandestin parce qu'à chaque fois... les gardes ne voulaient pas... Non, pas seulement les gardes, parce qu'il y a des personnes qui étaient là avec nous, qui avaient peur des écritures et parce qu'il y a eu un incident, c'était au mois de juillet 1987 à Nouakchott. Lorsqu'on s'est rendu compte que je continuais à prendre mes notes, certains se sont débrouillés pour les voler et les déchirer et les jeter. Parce qu'on disait que c'est à cause de mes notes, c'est à cause de mes écrits qu'on a retrouvés à la maison que beaucoup d'entre nous ont été arrêtés, ce qui n'est pas totalement faux, mais ce qui n'est pas totalement vrai aussi, parce qu'il y avait des listes qui avaient été établies. Quoi qu'il en soit, les gens avaient peur de l'écriture des notes. Si bien que je faisais toujours attention à ce que les gens ne sachent pas que je continue à prendre mes notes, malgré en tout cas toutes les représailles qui ont été prises contre moi par les amis. Et seuls quelques rares amis savaient que je continuais à prendre mes notes. Et quand je prenais mes notes, je me couvrais avec ma couverture et je prenais des notes que je cachais dans ma couverture. Comment j'ai réussi à les sortir à ma libération? C'est que tout ceci, j'avais mis ça dans des couvertures
toutes ces notes, j'avais réussi à mettre ça dans les couvertures et j'ai réussi à sortir pour les reconstituer après. Et là, j'ai tout noté. Donc, voilà, ça, ce sont des enveloppes. Vous voyez, ça, c'est toutes mes notes du 1er au 28 février 1990. Ensuite, c'est mois de mars, mois d'avril, mois de mai 90, juin 90. Donc, toute l'année 90 jusqu'à ma libération, mois de septembre, jusqu'à ma libération, le 13 septembre. J'ai mes notes. Et comment tu as eu du papier et des crayons? Les crayons, c'est à Walata, lorsqu'on partait, j'avais emporté ce sac. Et paradoxalement, il y a des sacs qui ont été confisqués. Mais moi, j'avais toujours réussi à garder ça dans mon corps et il est passé inaperçu. Donc, j'avais des bics à l'intérieur. Et ça passait toujours inaperçu. C'est une chance que j'ai eue. Et ensuite, il y avait des complicités avec certains gardes à qui je demandais s'ils pouvaient me donner un bic ou un crayon, pardon. Parce qu'il y avait des gardes, disons, qui étaient très sensibles à notre situation, comme je l'ai dit tout de suite, qui n'hésitaient pas à nous glisser du tabac ou bien des arachides ou bien du lait pour nous nourrir. Et moi, ce que je demandais à la place, il y avait une possibilité de me donner des bics pour écrire. Donc, durant tout mon séjour en prison, j'ai eu toujours l'occasion de prendre des notes. Alors, ce sont ces notes qui m'ont permis de garder encore en mémoire beaucoup de choses qui sont presque oubliées, parce que si on se contentait tout simplement de ces souvenirs, ce serait extrêmement difficile. Mais moi, j'ai des notes qui me permettent d'avoir en détail le vécu au quotidien. Je peux prendre un jour, le 1er mars 1990, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mangé le matin, à quelle heure je me suis réveillé, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'au soir, j'ai noté tout ça. Donc, ce qui me permettra un jour de reconstituer tout notre vécu en prison, sauf pour les notes qui ont disparu. Et le papier, vous n'avez pas dit comment vous avez eu le papier? Le papier, comme je l'ai dit, ces papiers, donc, c'est des papiers de Gloria que j'ai ramassés. Mais arrivé à Ayoun, parce que vous aviez des quantités illimitées de Gloria dans la prison? Ouais, on en consommait beaucoup. Non, pas nous, mais c'est surtout les gardes. Mais on en consommait nous très rarement, mais c'est surtout les gardes qui en consommaient, parce qu'on en consomme beaucoup en Mauritanie. Donc, lorsque j'ai vu que ça pouvait m'être utile, alors j'ai commencé à prendre des notes. Mais arrivé à Ayoun, ça c'est des sacs de ciment, parce qu'il y avait des travaux à Ayoun. Et un jour, j'ai dit à l'un des maçons, qui était un garde, un Nias, est-ce que je peux prendre ça? Il m'a dit oui, mais qu'est-ce que tu en fais? J'ai dit mais c'est que j'ai envie d'écrire des notes et tout. Il dit bon, la prochaine fois je t'en amènerai, mais avec du fil, comme ça tu vas fabriquer tes propres cahiers, quoi. C'est comme ça que ce dernier m'amenait souvent des papiers de sacs de ciment bien préparés et moi j'en faisais mes cahiers. Voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à faire tous ces cahiers. Et à mes lectures, parce que je sais que peut-être qu'un jour, quelqu'un qui me prête un journal ou un livre, bon, il me le prête pendant quelque temps, il viendra le reprendre. Et moi, je me permettais de recopier des pages entières pour me permettre d'avoir plus tard des possibilités de relire ce que j'avais lu, parce que je n'avais pas le temps de lire et de réfléchir. Alors, j'ai noté beaucoup de choses, hein. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai noté beaucoup de choses, des souvenirs, des choses que j'avais complètement oubliées. Donc, j'ai réécrit tout ça et cela me permet de réviser toutes les connaissances que j'avais perdues il y a quelques années, quoi. Là, je peux prendre... je lis par exemple ici. Là, c'est Herculanum. Bon, Herculanum, le 25 août de l'an 79, la ville d'Herculanum. Bon, ça parce que j'avais lu ça dans les journaux ou bien dans... Alors là, ce qui fait que moi, ça me permettait de garder des connaissances que j'avais complètement perdues. Donc, de temps en temps, je les relis pour essayer de garder des connaissances que j'avais perdues. Bon, la sécurité sociale, ça a été créé en quelle année? Ça a été créé aux États-Unis le 14 août 1935. Création de la sécurité sociale. Alors ça c'est des connaissances générales qui me permettent d'avoir une culture générale sur beaucoup de choses. C'est ça ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de pouvoir tenir psychologiquement dans ce milieu. Oui, ça c'est important parce que quand on est là seul dans une prison, même si on est avec d'autres, si on ne discute pas, on réfléchit trop
Surtout, on se pose trop de questions sur le pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, est-ce qu'on ne va pas mourir en prison et tout ça. Mais le fait qu'on prenne un livre et qu'on se mette à lire, ça nous permet de nous distraire de certaines réflexions qui sont assez dangereuses pour notre survie, dans la mesure où on peut à un certain moment atteindre ce qu'on pourrait appeler un certain pessimisme qui nous déstabilise, et cette déstabilisation peut avoir des conséquences extrêmement négatives. C'est des choses que j'ai lues avant d'aller en prison, parce qu'avant d'aller en prison, j'ai lu beaucoup de choses sur d'anciens prisonniers politiques sous le régime communiste en Union soviétique, ou bien sous le régime nazi, ou bien en Afrique du Sud, des gens qui ont écrit sur leur vécu au quotidien en prison, comment il fallait se comporter pour pouvoir résister face à toutes ces souffrances, face aux tortures, les relations psychologiques entre le tortionnaire et la victime. Tout ceci m'a aidé à mieux gérer mes relations en prison, à mieux gérer mes relations avec mes tortionnaires, et aussi à avoir un regard extrêmement optimiste pour me permettre de bien tenir. Et même le fait de faire du sport et tout ça, c'est important. Et là, j'en ai même profité de ma connaissance pour essayer de transmettre celle-ci aussi à des amis. Je me souviens, le 22 mars 1988, pendant les séances de torture, on était là, on passait un à un pour être torturé, et je disais à celui qui était devant moi, ne fais pas l'orgueil. Je sais qu'un poule est tellement orgueilleux qu'il ne veut pas que les autres entendent qu'il pleure. Mais n'oublie pas que pour sauver ta vie, il faut faire comme si tu étais soumis face à ton tortionnaire. Dès qu'il commence à te frapper, crie. Comme ça, il se sentira puissant et fort et qu'il t'a humilié. Mais si tu résistes, il va s'acharner sur toi et te tuer bêtement. Donc il faut pas résister, il faut crier tout de suite. Mais lui, il dit que non, c'est pas possible, je ne peux pas m'humilier en criant comme ça devant tout le monde. Mais il en a beaucoup souffert, les tortures. Donc tout ceci, c'est des lectures que j'ai eues et qui m'ont beaucoup... Disons que mes lectures m'ont beaucoup sauvé pour mon vécu en prison, comme si j'avais été préparé psychologiquement à cela. Et les lectures aussi, c'est la même chose. C'est une façon de se distraire, mais aussi une façon de gérer, de surveiller ma culture générale, parce qu'on est resté presque une année, on ne lisait plus. Donc on est devenu complètement, si on peut dire, ignorant, dans la mesure où il n'y a eu plus de... Parce que la connaissance, c'est comme de l'alimentation, le corps humain. S'il ne s'alimente pas, ça se perd petit à petit par le manque de souvenirs et autres. Est-ce qu'un jour c'est destiné à la publication? Ah oui, c'est destiné à la publication. Et là, j'en avais en souvenir, j'en avais fait pour mon fils, parce que je leur ai donné, et c'est celui de Zakaria, et ça c'est celui de Yerim. Celui de Habib l'a pris. Et ça aussi, c'est une note sur l'histoire, tous les âges, tous les espaces. Alors ça, c'est des notes que je prenais aussi. J'avais la culture de l'écriture et de la lecture. À chaque fois qu'on me prêtait un journal, je me pressais tout de suite de prendre un bic et de recopier intégralement tout le journal. Et là, je sais qu'un jour, quand la personne qui m'a prêté le journal vient reprendre ce journal, j'aurai la possibilité de relire ce journal à travers mes notes que j'ai prises. Voilà. Donc, et ça, c'était à Ayoun alors? Ça, c'était à Ayoun, et j'ai mis Ayoun 25 mars 1989. Donc, j'ai commencé à prendre des notes le 25 mars 1989. Et pour ces notes-là, je donne un exemple ici. Ici, donc, c'est jeudi 1er février 1990. Le matin, je suis allé au salle. Donc, petit déjeuner, j'ai pris du rouille et de l'eau. J'ai pris mon bain. J'ai fait de la culture physique avec Tatar. Tatar, c'est un surnom que j'avais donné à un de mes camarades. Ensuite, on a fait de la marche. Et on a joué un peu de football dans le terrain, c'était à Ayoun. Le repas, on a mangé du riz à la viande et du ngomo. Voilà, donc on a tous ces détails du matin jusqu'au soir, ce que j'ai fait, au jour le jour. Et le temps, oui, j'ai dit le temps, la chaleur s'installe petit à petit, retour en force des moustiques.
des mouches, pardon, décès, fille aînée 12 ans de la tuerie. Bon, ça c'est un de nos amis là, sa fille est décédée et elle avait 12 ans. Elle était déportée avec sa famille, elle est décédée dans un camp de déportés. Voilà, donc tout ça c'est... on a toutes ces informations. Là c'est... Donc ça c'est les sacs de ciment que j'ai transformés en cahier. Alors Auschwitz, amendement aux USA, le 24e amendement interdit aux Blancs d'user de tout moyen pour interdire le droit de vote aux Noirs. Ça c'était en 1960, j'ai oublié la date, 64. Alors ce qui fait pour moi, c'est des informations que je peux, c'est des lectures que je refais de temps en temps. Hein. Par exemple, Che Guevara, mort le 9 octobre 1967, Ernesto Che Guevara, etc. Donc toute personne qui veut avoir des informations sur Che Guevara, je peux lui donner ça et elle lira 4 pages sur Che Guevara. Voilà. Mais tu as transféré tout ça dans l'ordinateur, je crois. Non, c'est seulement mes notes. Celles-là, les notes au quotidien que j'ai transférées sur l'ordinateur et j'ai près de 400 pages de notes sur l'ordinateur. Je compte un jour les publier. Ça c'est le décembre 1989, vendredi 1er décembre 1989, CEL, CP, Lodo, Tatar, bon ça c'est les cultures physiques, CP ça veut dire culture physique, Amnesty International, hier, certaines actions BBC, certaines radios BBC, Voix de l'Allemagne, Voix de l'Amérique, Néderlande, etc., parlant de rapports faits récemment par Amnesty International au sujet de l'aggravation de la violation des droits de l'homme en Mauritanie. Parce qu'il nous arrivait aussi d'écouter la radio, donc je note tout ça. Et ça c'est, j'avais lu la lettre aussi que j'avais envoyée à mon épouse pour demander, voilà, ça c'est la lettre du consul de France, à Bamako, pour la demande de visa. Donc avec Demba Diallo donc, qui m'avait accompagné à monsieur le consul de France en République du Mali, Bamako, demande de visa d'établissement pour cause de regroupement familial. C'est le 14 novembre, Bamako, 14 novembre 1990. Parce que je suis arrivé à Bamako le 8 novembre 1990 et le 14 donc...